Oui, bonjour, Manuela Plum de Strasbourg. Bras gauche, bras droit. Alors, les deux, mon général, puisqu'il faut prendre deux à la première consultation, puisqu'on sait qu'au moins la première consultation, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'asymétrie, évidemment. Et puis après, je dis ce que j'explique aux étudiants, c'est comme les chaussures, vous n'essayez pas le pied gauche ou le pied droit, vous essayez les deux, puis vous choisirez les chaussures sur le pied le plus fort. C'est pareil pour la tension, on mesurera sur le bras le plus fort. Oui, c'est exactement ça. Il y a pas de. Faut faire pour chaque patient. Il faut tester la première fois. Des fois, il y a des asymétries qui, en fait, ils sont pas en train de faire une dissection aortique, hein, rassurez-vous. Mais ça peut se voir. Il y a des études qui montrent qu'il y a un risque cardiovasculaire plus élevé lorsqu'il y a une asymétrie tensionnelle. Mais on n'en fait pas grand-chose que je sache. Juste pour compléter, normalement, on doit le prendre en même temps. Donc, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a maintenant des appareils qui peuvent mesurer avec deux brassards pour prendre en même temps. Mais vous ne l'avez pas, moi non plus, au cabinet. Et donc, quand on mesure successivement, ce qu'on admet comme différence, on va dire, pour laquelle il faut faire attention, c'est 20 mm de mercure pour la systolique entre les deux bras. Quand on passe de l'un à l'autre. Quand on est en même temps, c'est-à-dire simultanément, c'est plutôt 10 mm. J'avais une question, Nicolas Pellegrin de Marseille. Une question, s'il vous plaît, sur est-ce qu'on a des données sur les bénéfices auprès de la population dans le cas de brassards d'automesure tensionnelle qui seraient pris en charge par l'assurance maladie via un système d'achat ou de location en pharmacie? A priori, c'est pas prévu que ce soit pris en charge pour l'instant. Ce qui se fait, c'est sur les CPTS, il y a des actions qui peuvent être menées. Nous, sur notre CPTS, on est en train de mener ça, un prêt d'automesure auprès des patients. Mais il n'y a pas de remboursement. Des fois, les mutuelles prennent si on fait une ordonnance. J'ai des patients qui m'ont déjà demandé, mais c'est pas pris en charge par la Sécu, les brassards. On n'a pas de données d'études qui essayent de tester si le fait de rembourser ces dispositifs validés qui coûtent cher pour certains patients permettrait de mieux contrôler la population. J'en ai pas. Pas à ma connaissance, mais il faut savoir que 60% des patients en France ont un appareil d'automesure. Pas dans mon quartier. Ou alors c'est des appareils Lidl au poignet. Absolument, mais tout est pris en compte, bien sûr, poignet et brassard, tout à fait. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est quand les patients vont à la pharmacie, le pharmacien continue de recommander le tensiomètre au poignet. Alors que ce n'est pas ce qui est recommandé. Beaucoup de patients disent ça. Et c'est vrai qu'on a aussi de plus en plus de structures, que ce soit maisons de santé pluriprofessionnelles ou cabinets de groupe qui ont en fait au sein de leur structure 2, 3, 4 appareils recommandés et qui les prêtent à leurs patients avec un système de retour qui marche assez bien sans même passer par des systèmes plus larges au sein des CPTS. C'est en tout cas ce qui en ce moment est en train de se faire de plus en plus dans les structures pour permettre aux patients qui n'auraient pas les moyens d'accéder à ce genre de mesures en effet. Oui. L'intérêt des données de P4DP, ça va être aussi de voir chez les personnes âgées si c'est intéressant de préserver une tension assez haute, enfin pas trop basse en fait, comme ça a été dit par Damien, pas trop baisser la tension chez les âgés. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus aujourd'hui en 2025 ? Si le patient est en bon état général et n'a pas de fragilité, il n'y a pas de raison de ne pas avoir une cible proche de l'adulte moins âgé. La question se pose si on a, et là c'est difficile de gérer, le patient a des comorbidités comme un Parkinson ou qui le prédispose à faire des hypotension orthostatique et qu'il a l'association hypertension-hypertension. Ces associations-là sont très difficiles à gérer pour lui parce que d'un côté, on va le traiter pour l'HTA, de l'autre côté, on va donner l'hypotension et là, les seuils perdent un peu, on va dire, de leur valeur parce qu'on fait comme on peut.
Mais si le patient est en bon état général, il n'y a pas de raison de ne pas le traiter comme un adulte non âgé. Il faut aussi savoir que ce qu'on dit, c'est que l'hypertension est une maladie qui s'auto-aggrave. Donc quand plus vous la laissez évoluer, plus il y aura des dégâts artériels, rénaux qui vont prédisposer le patient à faire de l'hypertension et moins ça sera facile à la contrôler, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut donner un traitement plus tôt pour la contrôler, pour qu'il n'y ait pas de problème plus tard quand vous attrapez un patient 70-80 ans qui a fait un AVC, qui a 18, 180, et qui va être difficile à contrôler parce qu'il n'a pas été traité. Sur les hypotensions orthostatiques et les hypotensions en général, globalement, chez le sujet, donc ce qu'on ne veut pas, c'est le risque de chute et la iatrogénie. Mais s'il y a des hypotensions orthostatiques qui sont un peu tardives, mais qui n'entraînent pas spécialement de chute, les revues systématiques montrent qu'il y a quand même un gain de mortalité à traiter malgré l'hypotension orthostatique et à maintenir le traitement plutôt que de réduire le traitement pour ne pas avoir d'hypotension orthostatique et avoir une surmortalité quand même. C'est la même chose chez le patient. Je me permets de rappeler ce que les néphrologues disent. Le patient qui a une maladie rénale chronique, qui, lorsque vous le mettez sous IEC aura-2 ou dans son parcours a une altération de la fonction rénale, on a tendance à arrêter les IEC aura-2 et on sait que ces patients, c'est délétère de les arrêter. Il vaut mieux les poursuivre malgré ces fluctuations de la fonction rénale qu'on peut voir. Oui, il y a une question là, au centre et après, madame. Oui, merci. Allez-y. Bonjour, nous Jacqueline, je suis médecin généraliste dans le 93. En fait, je me posais la question de cette donnée chez les patients hypertendus d'origine africaine. Est-ce qu'il y a des données probantes pour faire un traitement différencié? Est-ce qu'il faut faire un examen complémentaire pour savoir si ils ont une rénine basse ou est-ce et aussi qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'était principalement ça, quoi. Alors, c'est une question intéressante. Effectivement, on dit que les patients d'origine africaine ont une hypertension qui est sensible au sel et donc ce sont plutôt les diurétiques et les calciques qui vont être efficaces. Il y a une étude qui montre que c'est l'association IEC calcique qui est plus efficace que IEC diurétique, je pense. Et quand on écoute les spécialistes, moi je ne suis pas du tout une spécialiste de cette question-là, mais même au sein de l'Afrique, il y a une très grande hétérogénéité entre les ethnies et la sensibilité au sel. Donc à la fin, certes, peut-être qu'il y a peut-être des petites spécificités, mais on va quand même arriver à tourner et à gérer autour de ces mêmes trois classes, bloqueurs du système rénine-angiotensine, diurétique et calcique. La problématique peut se poser chez les patients drépanocytaires, chez qui parfois on n'aime pas trop la déshydratation, le risque pour provoquer les crises, et donc on va plutôt privilégier, on va privilégier des vasodilatateurs comme les IEC, les calciques et peut-être un peu moins les diurétiques. Mais ça, c'est vraiment des subtilités. Globalement, l'important, c'est de baisser la pression parce que les crises vaso-occlusives vont être plus fréquentes chez des patients qui ont des pressions artérielles hautes. Du coup, pour le patient africain, c'est comme pour les autres. D'accord, voilà. Voilà. Bonjour. Sébastien Davidovitch de Sucy-en-Brie, rattaché à l'Université Paris-Est Créteil. J'avais une question par rapport à l'intérêt de la diastole aujourd'hui. Et voilà. Alors historiquement, c'est les études MRC qui ont, parce que jusqu'aux études MRC, notamment MRC 35-64, c'est-à-dire les patients jeunes, on était sur des diastoliques, des objectifs de diastolique. Et en fait, c'est l'étude MRC 1, donc chez les sujets jeunes, qui a montré clairement que c'est la systolique qui est le plus liée au risque. Et à partir de ce moment-là, on a basculé toutes les études avec des critères plutôt sur la systolique. Donc chez le patient jeune, est-ce qu'il faut traiter une HTA diastolique isolée? C'est votre question. Les preuves ne sont pas très importantes. Tout dépend comment est le patient, toujours le contexte. Moi, j'aurais tendance, oui, à la traiter parce que ça témoigne quand même d'une augmentation des résistances et que c'est intéressant. Mais c'est vrai que les données sont
plutôt moindre, MRC1, on était, oui, sur des pressions artérielles diastoliques. Donc, on va dire que oui, on a un petit niveau de preuve là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Partiellement. Un bout, mais je vois qu'Alexandre prend le micro. Oui, alors il n'y a pas d'études, j'ai pas d'études récentes randomisées là-dessus spécialement. Après, ce qui est plus récent, c'est l'étude de cohorte et de suivi. Mais dans celle-ci, l'hypertension diastolique isolée n'était pas associée aux complications d'hypertrophie cardiaque, d'albuminurie ou de mortalité cardiovasculaire. Donc à voir selon le patient et l'objectif que tu fixes et son risque cardiovasculaire global aussi qui peut être à prendre en compte là-dedans. Mais quand on parlait de l'inertie thérapeutique, lorsqu'on voit qu'un patient finalement a une diastole qui reste élevée, est-ce qu'on considère que c'est un seuil d'intervention ou est-ce que finalement on va se fier principalement à la systole, alors que j'avais l'impression qu'il fallait plutôt se fier à la systole? Chez le patient jeune, l'HTA diastolique est une hypertension artérielle, donc on pourrait la traiter. Alors peut-être pas une bithérapie d'emblée, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement qui joue plus sur la diastolique que sur la systolique. Tous les traitements vont abaisser les deux forcément. Donc oui, d'ailleurs, je voudrais poser une question. Qui d'ailleurs ici mesure ou estime le risque cardiovasculaire du patient par une application à la consultation? Levez la main. Bravo. On a un bon pied de recrutement. Bravo. On est au congrès du CNGE. Dans ce cas, on va se fier au risque cardiovasculaire. Merci. Bonjour, Jean-Laurent Thébault de Paris. Je voulais revenir sur la question de la mesure. Vous avez abordé rapidement les tensiomètres de poignet. C'est vrai qu'un problème pratique, c'est sur les patients obèses qui ont parfois des circonférences de bras importantes et on a du mal à trouver des brassards très adaptés parce que notamment les appareils automatiques n'ont pas toujours une grande gamme de brassards en fonction des tailles et puis des fois les brassards plus larges sont aussi plus longs et donc du coup ils ne sont pas forcément très adaptés. Donc avec ma collègue on a fait le choix parfois chez les patients obèses d'utiliser l'appareil de poignet en disant que c'était moins bien dans l'absolu mais peut-être dans ce contexte c'était mieux. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, alors les appareils de poignet, on va dire qu'ils sont un tout petit peu moins fiables si la tension est prise dans toutes les bonnes conditions qu'il faut prendre. Mais en fait, comme c'est compliqué, il faut mieux pour les patients utiliser des brassards. Mais oui, une des bonnes indications du poignet, c'est justement les patients obèses où c'est trop compliqué d'avoir des brassards qui sont adaptés dans les limites qu'il y a aussi qu'on peut rajouter au poignet. Donc il faut que l'appareil soit bien à hauteur du cœur, que le patient soit bien reposé et il y a tout ce qui est trouble du rythme, donc les hyperexcitabilités, les fibrillations auriculaires qui vont faire que la fiabilité va tout de suite très vite baisser, même dans les bonnes conditions de prise. Donc le patient obèse en FA, c'est un peu plus compliqué, mais on se débrouille dans ce cas-là. Il y a une liste, vous savez, sur la fiche automesure publiée par la CNAM, sur la dernière version, il y a le site StrideBP, où il y a tous les tensiomètres validés. C'est un site qui est tenu à jour, où il y a une page française. Là, nous, on a financé la traduction du site en français. Donc, il y a des tensiomètres au poignet qui sont validés, qu'il faut préférer, bien sûr. Les erreurs les écarts les plus importants sont liés à la façon dont on mesure. Donc si on mesure dans des bonnes conditions, ils peuvent être relativement fiables, oui. Mais c'est juste qu'il y a plus d'erreurs de mesure avec eux. Oui, moi j'avais, Dr Borde, j'avais une question sur l'automesure parce que j'avais l'impression que le simple fait de dire aux gens de faire une automesure, ça participait à la prise en compte de la maladie et à l'observance. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus? Oui, il y a des études qui ont montré que rien que le fait de dire aux patients de faire une automesure, ça améliore le contrôle tensionnel par rapport à ne pas prescrire. Voilà. On est dans la démarche thérapeutique. Tout ce qui est en rapport avec les soins, on sait que ça aide, mais dans les prescriptions d'automesure, ça a été démontré aussi qu'il y a un bénéfice, oui.
Bonjour, Nathan Collange de Sorbonne Université. Je voulais aborder avec vous la question du contrôle biologique après l'initiation ou un changement de dose d'un médicament antihypertenseur. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des études qui montrent qu'il y a une nécessité de doser le ionogramme ou la créatinine? Et si oui, à quel délai après un changement? Merci pour cette question. Ça aborde un point qu'on n'a pas abordé, c'est les effets indésirables, effectivement. Je ne crois pas qu'il y a d'études sur la surveillance, et d'ailleurs on n'a pas beaucoup non plus de niveau de preuve sur quel bilan faire chez le patient hypertendu. C'est un consensus d'experts. Mais c'est recommandé dans le RCP des médicaments que de surveiller le ionogramme sanguin. Donc quand vous mettez un diurétique thiazidique, c'est recommandé de faire une surveillance pour rechercher un risque d'hypocalémie. Alors, avec les thiazidiques et les thiazides-like, le risque d'hypocalémie existe, il est quand même assez rare. Il y a des hyponatrémies aussi qui peuvent survenir, qui sont assez rares et qui peuvent d'ailleurs récidiver. Une des façons de faire, c'est pour ça que les recommandations de faire une bithérapie, c'est qu'en associant un bloqueur du système rénine-angiotensine et un diurétique à mi-dose, vous avez un effet compensé sur la kaliémie. Et donc c'est intéressant. Et j'ai fait fin octobre une présentation chez des collègues suisses à Lausanne, et je leur ai dit, moi je surveille l'académie. Ils m'ont dit, mais pourquoi faire quand tu fais un bloqueur du système rénine-angiotensine et un diurétique thiazidique? Il n'y a pas besoin de surveiller. Mais c'est vrai que je suis peut-être influencée par le fait que j'ai participé à une étude sur une centaine de patients où on a eu une ou deux hypocalémies importantes sous indapamide, donc peut-être que j'étais déformée là-dessus, mais c'est recommandé par le RCP de surveiller au moins une fois. Ouais. Il y a des études de cohorte qui montrent qu'en fait, des hypocalémies sévères avec un risque, alors ça dépend desquelles, d'hospitalisation sur des hypocalémies qui surviennent entre 2 semaines et 1 mois, et le risque en fait rebaisse assez rapidement après 1 mois. Donc globalement, entre 2 semaines et 1 mois, c'est le bon moment. Pour ce qui est des IEC et de l'altération du DFG, enfin de l'augmentation de la créatinine, qui est tolérée parce que c'est un effet attendu jusqu'à 20-30%. Au-delà, on va se poser la question d'une sténose artérielle qui est quand même pas si courante, mais voilà. Même chose, ces effets, c'est entre 2 semaines et 1 mois. Donc, le problème de doser à 2 semaines, c'est qu'on peut être trop tôt. Donc plutôt 3 semaines, 1 mois pour savoir si même s'il y a un truc transitoire, en fait, ça se recorrige un peu avec le temps. Et ça, c'est lié au fait que le diurétique, vous avez une baisse de la volémie spontanément, mais vous avez une activation du système rénine-angiotensine pour rééquilibrer la volémie, et qu'effectivement les troubles peuvent persister. Et d'ailleurs, une hypocalémie persistante plusieurs semaines ou mois après sous diurétique peut être un signe éventuellement d'une hypertension artérielle secondaire. Il faut se poser la question à ce moment-là. Oui, même sous diurétique, c'est ce qui est débattu aussi cardio et endocrinologie sur bon, si on est à 3,4, ça va, mais si c'est plus bas que ça, même sous diurétique, il faut quand même se poser la question. Et une autre question qui revient assez souvent aussi sur mais il est à 5,5, je lui mets un IEC, je ne mets pas un IEC, il faut que je l'arrête. Il y a le labo qui a appelé parce que le patient a une hypercalémie à 5,7 alors que je vais lui mettre un IEC. Globalement, les recommandations françaises disent jusqu'à 5,5, il n'y a pas de souci. Les recommandations britanniques disent jusqu'à 6, il n'y a aucun problème. Donc 6 grammes de potassium, c'est pas. Alors à 6, on va quand même agir, mais 5,9, 5,8 de façon stable, c'est pas une raison pour déprescrire forcément, parce que le bénéfice du traitement est supérieur au risque à ce moment-là. La kaliémie, l'hypocalémie est beaucoup plus dangereuse que l'hypercalémie. En gros, une calémie à 6, le risque de mortalité il est identique à 2,8, 2,9. Quand c'est à 6, à 3,4, 3,5, c'est ça. Donc on peut aller vraiment vers le haut, alors que vers le bas, on est beaucoup plus sensible au risque. Et puis les hypercalémies, il ne faut pas méconnaître les fausses hypercalémies qui sont liées à un garrot trop serré, à l'infirmière qui a pris à domicile et qui a mis du temps pour ramener le tube. Donc il y a beaucoup plus d'erreurs de laboratoire, de fausses hypercalémies
Donc il faut savoir recontrôler. Justement, ma question, Thomas Schangarten, de local à Noé, Toulouse. J'ai lu des articles qui parlent des régimes potassiques riches en potassium qui diminueraient l'hypertension artérielle, pas forcément par le remplacement du sel, mais vraiment par l'action du potassium. Et la deuxième question, c'est l'apnée du sommeil. Quel est l'impact en termes de réduction de l'hypertension ? Vous aviez marqué tous les éléments qui réduisaient, enfin, de combien de millimètres de mercure ça réduisait. L'apnée du sommeil, à combien on l'envisage ? Merci. Donc, première question, c'était sur les supplémentations potassiques. Effectivement, il y a un lien entre un régime pauvre en potassium et une augmentation du risque d'hypertension. Et surtout, on sait que la supplémentation, il y a eu plusieurs études qui montrent que la supplémentation réduit la pression artérielle. Donc, notamment, et c'est sans forcément parler du sel, mais il faut parler du sel, notamment chez les patients qui salent beaucoup. Donc, remplacer une partie du sel par un sel de potassium, 25-30%, c'était l'étude SAS, qui était une étude chinoise qui a donné à des villages entiers des sels de substitut versus sel normal et a montré une baisse du risque d'AVC, parce que vous savez en Chine, c'est surtout ce risque-là qui est important parce qu'ils ont une alimentation qui est assez salée. Donc, c'est vrai que chez les gros saleurs, remplacer une partie du sel par du potassium, ça peut faire baisser la pression artérielle et c'est recommandé aujourd'hui. Pour l'apnée du sommeil, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données sur les thérapies donc, de traitement de l'apnée du sommeil sur la réduction de pression artérielle. Il n'y a pas beaucoup. C'est vrai qu'il faut la dépister, mais une fois dépistée, qu'est-ce qu'on en fait ? Certes, on va appareiller les patients, mais l'appareillage ne permet pas forcément de réduire la pression artérielle. C'est un des gros débats qu'il y a avec ceux qui font la promotion du dépistage, etc. Globalement, en revue systématique, la CPAP permet de réduire la pression artérielle systolique de 3 mm de mercure et diastolique de 2 mm de mercure. Et après, le gros débat, c'est est-ce que chez des patients donc, quasi asymptomatiques ou asymptomatiques, traiter l'apnée du sommeil va permettre de réduire les complications cardiovasculaires. Une revue systématique qui a été menée il y a 2-3 ans retrouve qu'il n'y avait pas de différence significative sur le critère de jugement principal, mais ceux qui sont très en faveur vont dire que l'analyse en sous-groupe des patients qui l'avaient pendant plus de 4 heures il y avait effectivement un bénéfice, mais comme on est sur un critère secondaire alors que le critère principal ne marche pas, en vrai on ne peut pas conclure et dire que l'appareillage va réduire les éléments cardiovasculaires. Voilà, à peu près. Et puis oui, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Oui, si, c'est ça. Par contre, lorsqu'on a une suspicion d'HTA secondaire, notamment dans l'HTA juvénile chez les patients obèses, l'apnée du sommeil, c'est pour le coup une des premières causes avant les hyperaldos chez les patients jeunes obèses qu'il faut dépister, c'est facile. Et là, pour le coup, la tension sera pour le coup rapidement réversible avec l'appareillage chez ces patients-là. Et puis il y a alors j'ai pas vu beaucoup d'études, honnêtement, avec tous les nouveaux prothèses d'avancée mandibulaire qu'on met aujourd'hui à ces patients. Je ne sais pas quel sera leur effet, mais peut-être que d'autres études permettront de montrer des bénéfices spécifiquement, non pas avec la CPAP, mais avec ces appareils d'avancée mandibulaire. Merci pour ces échanges passionnants. On arrive à la fin de la session. On va prendre les 2 dernières questions de mesdames qui sont debout depuis longtemps et ensuite merci beaucoup. Bonjour, docteur Darchi de Toulouse. Que pensez-vous de la tension artérielle prise par certaines montres connectées ? Est-ce que c'est étudié comme moyen de mesure ? Oui, c'est étudié, c'est très étudié en ce moment. Pour l'instant, il n'y a pas de validation et c'est pas facile de les valider parce que qu'est-ce qu'on prend comme critère de validation ? C'est pas évident. En plus, les différents algorithmes de transformation, donc des différents capteurs qui sont utilisés, parce que vous parlez en fait des cuffless, des montres sans brassard. Donc les algorithmes de transformation pour aller vers une pression artérielle sont variables d'une montre à l'autre. Il y a encore pas mal de recherches à faire avant d'arriver vers une validation. Mais tous les spécialistes, ce que je ne suis pas,
sont en faveur du fait que ces montres permettront de plutôt suivre, une fois calibrées sur la pression du patient, vont être intéressants pour suivre son évolution à lui. Donc certainement qu'il y aura effectivement peut-être des développements du suivi du patient, dépister un déséquilibre tensionnel. Ça va être donc voilà, plutôt des alertes sur le suivi du patient long cours. Et la dernière question, merci. Bonjour, docteur Chouquet de Rennes. J'aurais 2 questions, enfin la deuxième ce sera rapide. Vous avez parlé du fait qu'il y avait à peu près 54% des HTA qui étaient masqués, si j'ai bien compris. Et donc, parce que moi mes patients, je leur fais faire des automesures quand je trouve une tension limite. Est-ce que vous recommandez de faire du coup des automesures selon peut-être leur niveau de risque cardiovasculaire Et la deuxième question, c'était juste sur l'histoire des fausses couches comme facteur de risque cardiovasculaire. J'imagine que c'est plutôt les fausses couches à répétition. Oui, pour la deuxième question, ouais. Et je laisserai mon collègue pour... Je suis fatigué. La première question, du coup, c'était... L'HTA masqué. Ah oui, l'HTA masqué. Donc oui, alors l'HTA masqué, donc là, ce que j'ai montré, c'était une étude où il y avait vraiment un suivi systématique des patients de plus de 50 ans. Donc ça n'a pas concerné non plus tous les patients globalement. C'est des patients où il y a une suspicion de quelque chose. C'est-à-dire que il y a des céphalées, on a découvert à l'occasion d'un bilan le DFG qui diminue. Du coup, on fait un RAC, le RAC est positif. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas une cause évidente à ça, et donc on va devoir rechercher. On fait des automesures, c'est normal. Effectivement, la tension au cabinet elle est un peu élevée, mais du coup, on n'arrive pas à mettre en évidence cette hypertension avec des automesures simples. Ça peut être de l'hypertension nocturne, ça peut être une vraie hypertension masquée. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la bonne indication de la MAPA. Parce que c'est là qu'on ne peut pas avoir de valeurs fiables en dehors de ça, parce qu'on a une suspicion ou une atteinte d'organe cible qui a été trouvée. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants et je crois qu'on peut remercier et applaudir nos 3 excellents intervenants.